Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Patrimoine Cash. Patrimoine Cash, 45 minutes d'échange à bâton rompu sur des enjeux structurants du secteur de la gestion de patrimoine. Ici, nous mettons en avant les questions mais aussi les réactions aux sujets qui vous animent, vous inquiètent ou vous enthousiasment au sein de la grande famille de la gestion de patrimoine. Ici, nous parlons cash sans langue de bois mais avec bienveillance bien sûr. Et pour ce deuxième numéro, je vous propose de revenir sur le sujet qui agite la profession mais pas que depuis plusieurs mois, les débats et rebondissements réguliers à l'Assemblée nationale et au Sénat à propos du projet de loi de finances 2026. Si les députés, voire les élus peinent à s'entendre, le message envoyé dans toute cette confusion est lui assez clair, une volonté d'augmenter les recettes fiscales par tous les moyens, ce qui laisse envisager une instabilité, voire une incertitude fiscale avec laquelle il va falloir composer. Le texte est actuellement revu au Sénat sous la forme initialement présentée par le gouvernement, alors que la version amendée par les députés a été rejetée à l'unanimité ou presque par ces mêmes députés. Il est donc complexe de savoir ce qui ressortira effectivement de ces échanges et de ces allers-retours, mais une chose est sûre, cela donne l'image d'élus qui refusent d'avoir une vision d'ensemble du budget et donc une succession de mesures qui peut impacter tout à chacun, rendant difficile la moindre visibilité à l'heure actuelle. À moins d'un mois de la fin de l'année fiscale, plusieurs questions peuvent donc se poser légitimement. Les députés savent-ils ce qu'ils font? Ce budget est-il en train de devenir trop politicien pour être pris au sérieux? Mais surtout, le retour de l'incertitude, voire de l'instabilité fiscale, va-t-il être un risque ou une opportunité pour ceux qui accompagnent chaque jour les dirigeants d'entreprise, les professionnels de la gestion de patrimoine? On en parle tout de suite dans Patrimoine Cash. Et pour débattre des rebondissements et des discussions autour du projet de loi de finances 2026 à l'Assemblée nationale et au Sénat, et surtout les incidences que cela peut avoir sur les dirigeants d'entreprise, mais aussi sur les professionnels de la gestion de patrimoine, j'ai le plaisir d'être accompagné de 4 experts du sujet, 4 professionnels du sujet sur le plateau de Patrimoine Cash. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Nebojša Srećković. Bonjour Nebojša Srećković. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur des opérations de Retores Group, président de l'ANACOFICIF. Nous avons le plaisir d'accueillir également à vos côtés Renaud Dutreil. Bonjour Renaud Dutreil. Bonjour. Vous êtes président de Chateaubriand Investissement, ancien ministre des PME, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales. Et puis vous êtes surtout à l'origine du pacte Dutreil dont on parle beaucoup en ce moment, notamment en lien avec les discussions à l'Assemblée nationale, mais les inquiétudes de la profession des gestionnaires de patrimoine et des dirigeants d'entreprise vis-à-vis d'une version plus allégée de ce pacte Dutreil. On en parlera dans un instant. Nous avons le plaisir d'accueillir également Pierre Sabatier. Bonjour Pierre Sabatier. Bonjour à tous. Économiste et président de l'OREP, organisme de formation de référence des professionnels de la gestion de patrimoine. Et nous avons le plaisir d'accueillir également Jérôme Barré. Bonjour Jérôme Barré. Bonjour Nicolas. Avocat associé au sein du cabinet Yards, administrateur et président de la commission juridique et fiscale de l'AFO. Vous êtes même venu avec des fiches puisqu'il faut suivre de manière précise toutes les discussions à l'Assemblée nationale. Et c'est pas toujours évident. Alors messieurs, on va peut-être commencer avec vous, Jérôme Barré, pour avoir votre vision un petit peu d'ensemble de ce qui se joue depuis quelques mois à l'Assemblée nationale. Je notais en préparant l'émission, alors on a vu fleurir un impôt sur la fortune improductive qui pénalisait les détenteurs de dettes françaises alors que le sujet c'était justement de financer la dette française. On ne sait plus si la réforme des retraites est suspendue ou non en fonction des semaines. On a vu fleurir une taxe sur les holdings qui change de champ d'application toutes les semaines. On a effectivement des discussions autour du dispositif Dutreil et on ne sait pas à quoi ressemblera l'IFI demain. Certains voulaient en refaire un ISF. Ça se transforme pour l'heure plutôt en une contribution des hauts patrimoines. Qu'en pense l'avocat fiscaliste qui suit ça au quotidien et dont le métier dépend des décisions à l'Assemblée nationale et au Sénat aujourd'hui? Alors l'activité peut dépendre. Mais alors ce que l'on voit, c'est qu'on a un effort d'imagination extraordinaire. On sent bien que reprendre et retaper dans des flux qui sont les flux sur les revenus, ça devient difficile. Donc on cherche une autre issue pour prélever de l'argent et pour pouvoir à nouveau redistribuer cet argent. Parce que ce que l'on voit aujourd'hui, c'est pas uniquement une recherche d'économie, mais il y a quand même des demandes pour pouvoir à nouveau distribuer de l'argent. Je rappelle que l'année dernière, on avait dit qu'on ferait un budget minimum. On a quand même eu des réductions d'impôts dans des cas particuliers qui sont passées totalement sous la table sans qu'on en parle, alors que l'objectif, c'était un objectif
de sévérité, D'accord. du moins d'attrition de la dépense. Donc on continue à vouloir collecter pour dépenser et non pas collecter pour rembourser. C'est donc de toute façon une difficulté. Le deuxième sujet, on le voit, c'est la conséquence de ça. Plus qu'on est plus sur les flux, on va taxer des stocks, on va taxer un bilan. Donc on n'a jamais vu une entreprise en principe taxée sur son, ou elle ne le devrait pas, être taxée sur son bilan. Mais donc Ça veut dire être taxé une deuxième fois? alors, ça veut dire que vous avez accumulé des actifs et que ces actifs, eux, pour les acheter, vous avez évidemment payé de l'impôt avant ou d'une façon ou d'une autre, d'ailleurs, que vous soyez l'actionnaire ou que vous soyez l'entreprise. Et là, on va continuer à vous taxer sur cet actif, ce qui dissuade. Ça ressemble un peu à ce qu'on avait autrefois sur la taxe professionnelle où on taxait à la fois sur la masse salariale et sur des actifs. Ça dissuade d'embaucher, ça dissuade d'avoir des actifs. Ensuite, on cherche des raisons ou des excuses, plutôt que des raisons, des excuses, pour dire mais comment on pourrait taxer un patrimoine qui est moins bien que les autres. Donc on essaie de faire une distinction entre un bon patrimoine et un D'accord. mauvais patrimoine. Le mauvais patrimoine, c'est celui qui serait jugé improductif. Alors ce qui est jugé improductif, c'est souvent assimilé à du luxe. Est-ce que c'est improductif d'avoir un bateau? Est-ce que c'est improductif d'avoir une voiture de collection? Est-ce que c'est improductif d'acheter des œuvres d'art? Or, tout ça, on l'oublie. On a fait la même chose pour l'immobilier du reste. On oublie que c'est une chaîne d'intervention avec des intermédiaires, des banquiers, des avocats, des agents immobiliers, des agents dans le métier, des entreprises dont le métier est de procéder à la vente d'œuvres d'art. Et donc, on passe complètement à côté des sujets. Et la Renaud trésorerie, qui Bien sûr, maintenant est ouais. considérée comme un actif improductif. Bien sûr. Alors qu'on a dit pendant des décennies que les entreprises françaises étaient Manquaient, sous-capitalisées, qu'elles manquaient de fonds, Mm. qu'elles étaient obligées de se tourner vers un système bancaire assez frileux. Et donc aujourd'hui, on fait exactement l'inverse. On taxe les entreprises qui ont de la trésor et qui vont permettre à investir donc, dans Mais- les nouveaux projets. Ça soulève une vraie question. Qu'est-ce qui est productif, du coup, au sens où En fait, les députés le laissent entendre? le vrai sujet aujourd'hui, c'est que notre démocratie est déformée. Vous avez 40% des Français qui sont des contributeurs nets au système. Et vous avez 60% des Français qui bénéficient du système. Les hommes politiques, les femmes politiques sont des gens rationnels. Qu'est-ce qui les intéresse? Les 60% qui sont bénéficiaires du système ou les 40% d'abeilles, j'appelle ça les abeilles, qui produisent le miel pour tout le monde? Les 60%. Donc l'ensemble des partis politiques, aujourd'hui, de façon très rationnelle, ne s'intéressent qu'à cette masse d'électeurs qui sont bénéficiaires en termes de prestations sociales ou de redistribution d'une démocratie qui est complètement déformée, avec 57% du PIB affecté à la dépense publique, ce qui est atypique dans les démocraties modernes. Nous avons la plupart du temps quelque chose d'assez équilibré, c'est-à-dire on est autour de 49% de dépenses publiques dans le PIB. C'est la moyenne européenne. Et ça, c'est très rationnel. Ça veut dire qu'en fait, entre la dépense publique et puis la dépense privée, on a un équilibre. Non, la France, nous sommes très très loin de ça, avec un déséquilibre considérable qui déforme la démocratie, crée un biais en faveur de ceux qui sont des bénéficiaires du système, et donc tous les partis politiques qui veulent dépasser les 51% de façon très très rationnelle, ils ne parlent qu'à ceux qui sont bénéficiaires du système, Et donc, et pas aux abeilles. Et donc, dans Donc, un projet de loi de finances 2026, ça veut dire quoi? Chercher Ça veut des dire recettes supplémentaires, quoi chercher qu'il arrive? à faire plaisir à ceux qui bénéficient de l'énorme système de redistribution sociale, en particulier, que la France a mis en place. Pierre Sabatier. C'est orwellien tout ce qu'on vit, c'est assez extraordinaire à savoir en fait qu'on a des sujets de fiscalité aujourd'hui en fait qui sont très français, alors peut-être que sur l'échiquier mondial, la réalité c'est que c'est peut-être le sujet qui est le moins français que ce qu'on devrait trouver en fait dans beaucoup de pays du monde, notamment aux États-Unis où là pour le coup on a une vraie attrition en fait de recettes fiscales qui pose souci. Nous on est déjà au taquet et on veut en rajouter, c'est fou. Déjà, premièrement, ce qui est fou, c'est qu'en fait, je pense qu'aussi, ça illustre la méconnaissance du monde de l'entreprise. La déconnexion, vous savez, on en parle tout le temps. La méconnaissance On aime des élus, du des monde de l'entreprise. élus du monde D'accord, dans ouais. l'entreprise, parce que la réalité, c'est que là encore, on parle de quoi parle-t-on? On peut monter au-delà, on peut monter, en fait, encore les taxes. Mais la réalité, c'est qu'il faut considérer, en fait, la base fiscale. Et en fait, personne ne parle. Et c'est vraiment le drame français depuis des décennies. On est focalisé sur ce qu'on va prendre, Bien plutôt sûr. que sur ce qu'on crée, pardon. Et donc, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, en fait, la coupe est pleine. La coupe est pleine, à savoir en fait que le champ en fait des entrepreneurs aujourd'hui fait que en fait il y a un ras-le-bol généralisé. J'en rencontre en fait quelques dizaines de milliers en fait chaque année, et je peux vous dire que peut-être ce qui guette la France et ce qui est grave, c'est pas en fait sa créativité. Aujourd'hui, les entrepreneurs français en fait sont des survivants. Vivre et entreprendre dans un pays comme le nôtre, dans un pays dans lequel c'est extrêmement difficile, fait qu'il y a une forme de biais du survivant. Tous ceux qui sont là sont des survivants.
sont des guerriers. Lâchez la bride et vous verrez à quel point en fait ils créeront encore plus de richesses que par le passé. Et ce qui nous guette, c'est une forme de ras-le-bol. En fait, l'entrepreneur qui échoue est mauvais. L'entrepreneur en fait qui réussit est un voleur. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les gens en ont marre et que on est peut-être à la veille d'un moment où les gens abandonnent. Et c'est ça en fait qui nous guette. Donc, Et stop. ça, c'est ce que vous entendez C'est ce que dans vos j'entends. échanges avec des Oui. dirigeants d'entreprise en Absolument. lien avec le PLF Absolument. 2026 ou au-delà de... Mais alors, ça a déjà débuté. Mais en fait, la on a coupe est déjà pleine. vu dans les pays de la sphère URSS. C'est-à-dire c'était le même phénomène qui se produisait à un certain moment quand la société Alors, on n'est devient quand même une pas en société. URSS en France aujourd'hui, Ah, mais... la Non, mais attention, on voit d'ailleurs un certain nombre d'attaques contre les libertés. Bien sûr. Dès que vous avez un discours anti-liberté, il faut faire très très attention à ce qui va se passer ensuite. Et puis, vous avez aussi une économie qui aujourd'hui est collectivisée à hauteur d'à peu près 60%, ce qui est énorme, c'est considérable. Très très peu d'économies sont aussi collectivisées, c'est-à-dire Ouais. liées à la dépense publique que nous le sommes. Aux États-Unis, on est à moins de 40. Quand le pouvoir fédéral aux États-Unis est élu, les Américains savent que leur vie ne va pas forcément changer énormément, parce que ça n'est qu'une petite partie de l'économie américaine. Chez nous, tout passe par la dépense publique. Et récemment, le Premier ministre a envoyé une lettre aux entrepreneurs, une lettre assez hallucinante. Il commence par dire, la priorité, c'est d'avoir un budget. Bien sûr. Ouais. Pourquoi ? Parce que les entreprises vivent de l'argent public. Il commence par ça, en disant la commande publique fait vivre les entreprises françaises. Et puis il enchaîne en disant le budget, c'est quand même l'élément essentiel de la nation, parce que la nation vit d'argent public. Mais- Donc déjà, le Premier ministre, qui n'est pourtant pas un dangereux communiste, il a intégré de façon inconsciente le fait que notre économie n'est plus une économie de liberté. C'est une économie qui dépend de l'État et de tous les appendices de l'État, avec en plus une très mauvaise gestion de cet État. Donc non seulement on a un État envahissant qui a débordé de son lit, c'est comme une rivière, vous voyez, qui a envahi l'ensemble de l'espace de société et qu'il faudrait aujourd'hui remettre dans son lit, c'est-à-dire assigner à 3 fonctions essentielles qui sont le savoir, la sécurité et la santé. Voilà, ça c'est le rôle de l'État. Mais l'État ne doit pas sortir de ces 3 fonctions essentielles, santé, sécurité et savoir. Neboja Srekovic, comment est-ce que vous vivez la situation à l'heure actuelle ? Je rappelle que vous êtes directeur des opérations de Retores Group, donc un groupe spécialisé en gestion de patrimoine, mais aussi président de l'ANACOFI SIF. Comment est-ce que vous vivez avec cette casquette gestionnaire de patrimoine la situation qu'on vit à l'heure actuelle ? C'est de plus en plus compliqué, puisque aujourd'hui, à chaque annonce dans la presse, puisque la partie communication est encore plus importante que Bien la sûr. partie action, puisque jusqu'à présent, Il n'y a rien de concret. rien de concret, donc c'est très difficile. Et du coup, pour donner un exemple bateau, une première annonce sur la partie des fonds euros, ce qui a enchaîné dès le lendemain, c'est des appels auprès du cabinet. Là, on parle quoi, de l'impôt sur la fortune improductive et, Tout à fait, ouais. et l'intégration des fonds euros dans cet impôt sur la fortune improductive. Tout à Oui. fait, ouais. Donc les clients nous ont appelés en nous disant qu'est-ce qu'on fait de la partie du fonds euro ? Est-ce qu'on arbitre ? Est-ce qu'on le sort, etc. Sachant, Donc, pardon, que c'est 100% des épargnants ont du fonds euro, si je dis pas de bêtises, Neboja Srekovic, ou presque, ça fait Tout partie le de la monde. base un petit peu de l'investissement. C'est l'un des socles. En assurance vie, on a du fonds euro. Oui. Voilà, ce qui est la particularité française et qui est aussi un socle très important. Et un symptôme de la gravité des situations, parce que ces fonds euros servent essentiellement à financer la dette publique. Oui, à 50% à peu près. Neboja En moyenne, Srekovic et 50%. ensuite Jérôme Barré. Ouais. C'est vraiment le paradoxe. Et puis, deuxième question, toute cette instabilité politique pousse les clients à se poser la question où je peux mettre mon épargne, puisque c'est le point important. On vit des moments de collecte record sur la partie assurance vie, encore ce mois-ci, avec plus de 14% d'augmentation sur cette collecte-là. Et la question, c'est est-ce que ces actifs-là, je les garde sur des contrats d'assurance vie français ou sur des contrats d'assurance D'accord, vie c'est le luxembourgeois. niveau de questionnement aujourd'hui, c'est est-ce que je fais sortir mon épargne de France ? C'est ça, je caricature ce que vous me dites, mais c'est un peu ça. Elle ne Pas que pour les épargnants, ça, en fait. Elle ne sort pas directement de France, mais elle sort par le biais des contrats et par le biais des D'accord, contrats d'assurance oui, vie C'est luxembourgeois. ça, en matière juridique plutôt, en matière de droit. En termes de Mais droit. qu'est-ce qu'on dirait si tous les Américains mettaient leur épargne au Danemark ? On dirait, mais pourquoi est-ce qu'ils mettent leur épargne au Danemark ? C'est ce qui se passe en France. Les Français aujourd'hui sont un grand pays, ils mettent leur épargne au Luxembourg. Voilà, c'est ce qui est en train de se Le passer. grand pays, évidemment. Les flux sont gigantesques aujourd'hui, de la France vers le Luxembourg.
Poser la question. Ce qui n'empêche pas de payer ses impôts en France, je Bien rappelle, sûr, sur bien des sûr. contrats luxembourgeois, mais ça montre quand même les gens une certaine montrent réaction. leur Oui. défiance envers le système financier français. Jérôme C'est Barré, à la fois des flux, mais c'est aussi des dettes, des Bien sûr. holdings d'entreprises. bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a une reconsidération totale du panorama économique. J'ai investi en France. Pourquoi je n'irais pas investir dans tel ou tel autre pays? J'en ai les forces. Acquérir une société sur place. Et à partir de là, avoir ma nouvelle base. Ça, on l'entend tous les jours. Et on l'entend chez qui? On l'entend pas chez les chefs d'entreprise qui ont 70 ans ou 80 ans. On l'entend chez les jeunes, qui sont marqués par deux choses. La première, il y a l'exit tax. Bien L'exit sûr. tax, Qui est censé retenir. c'est quand un même. sujet qui a retenu, j'allais dire, les plus anciens au moment où M. Sarkozy a mis ça en place, enfin, toute la ligne qui est arrivée jusque-là. Et donc, ça les a probablement retenus. Mais les nouveaux, aujourd'hui, ça les fait fuir. Parce que si j'ai une entreprise qui vaut 100 et que demain, elle peut valoir 500, j'ai intérêt, pour éviter l'exit Partir tax, vite. à partir le plus vite possible. Et l'exit tax n'est pas un impôt en tant que tel, mais c'est le symbole d'un impôt qui est fondé sur quelque chose, d'ailleurs, et on en parlait tout à l'heure avec Renaud Dutreil, qui est quelque chose d'étonnant. On nous dit que c'est pas fixé par rapport au départ, mais c'est exactement le départ qui cause l'exit tax. Donc, il y Bien a sûr. quelque chose qui ne colle pas. Ensuite, on a parlé du cadeau aux riches. Et pour que le ministre en arrive à penser qu'il a fait un cadeau aux riches, pas vous, mais le Premier ministre dont vous parliez tout à l'heure, c'est quand même hallucinant. C'est-à-dire qu'on a pris un pari, qui est de dire, une entreprise, plus elle a de cash, plus elle a de capacité d'investissement et de défense. Le cash, c'est pour se défendre, et c'est aussi pour attaquer. C'est pour créer. Bien sûr. C'est Pour pour faire de la investir. croissance externe. C'est pour investir sur mes machines, sur mes hommes. Et évidemment, si à chaque étape de la vie de l'entreprise, on prend de l'argent, certes, ça va profiter à l'État, mais on va voir que ça va petit à petit s'amenuiser. On aura moins de force de frappe. Or, la difficulté qu'on a, quand on se compare en Extrême-Orient, ce sont les fonds souverains qui investissent. Quand on leur parle du système français et qu'on parle des emprunts, ils nous regardent avec des yeux tout noirs. Ben nous, on ne fait pas comme ça. Et nous, on a du cash, on a des gens qui viennent, qui posent, et on n'est pas dans un Après, ils ont peut-être des revenus différents aussi en Extrême-Orient. Peu importe. Ce que je veux dire, c'est que la logique de l'investissement n'est pas la même. Elle se fait sur du très bon argent. Nous, on le fait sur de l'argent que l'on emprunte. Surtout que l'État, lorsqu'il siphonne la trésorerie des entreprises, il ne l'utilise pas pour investir dans les grandes transitions cognitives, démographiques, énergétiques du pays. Non, il redistribue ça. Oui, C'est-à-dire qu'en oui, bien fait, sûr. il redistribue ça à qui? À sa clientèle. Parce qu'on est toujours dans ce système clientéliste. Pierre Sabatier. Deux éléments de rebond tout de même, parce que ça illustre encore une fois, en fait, une forme de méconnaissance du monde réel dans lequel on vit. Vous savez, dans une économie, il n'y a pas de secret. C'est extrêmement simple. Vous avez 3 agents. Il n'y en a que 3. 2 agents privés, les ménages, les entreprises, et un agent public. En fait, le problème français, et ça, c'est vraiment typiquement français, c'est qu'aujourd'hui, nos gouvernants croient qu'il y a les agents privés d'un côté et l'État de l'autre. Comme si l'État pouvait être en bonne santé en assassinant en réalité les agents privés. En réalité, il n'y a pas les ménages, les entreprises et l'État. Il y a les ménages, les entreprises et en dessous l'État. Il n'y a d'État fort que lorsque les agents privés sont forts. Parce que la base fiscale n'est pas créée par l'État, elle est créée par les agents privés. Donc il y a une vraie méconnaissance économique. La manière dont on construit Oui, l'économie, la courbe ça des- revient. C'est-à-dire qu'on ne ça revient à ce comprend que pas en disait compte Renaud tout à l'heure. le cercle vertueux ou vicieux qui peut se mettre en place entre dépenses publiques, santé des entreprises et santé des ménages. C'est ce qu'il faut comprendre, Pierre Sabatier. Mais la réalité, Et il là, on n'y y a arrive. pas d'État qui soit fort sans des agents privés qui soient forts. Après, évidemment, on peut mettre le curseur plus vers les ménages ou plus vers les entreprises, Malheureusement, les mais on a dirigeants besoin des deux. de notre pays pensent autrement. Lorsque la Cour des comptes fait le rapport sur les pactes Dutreil, ils disent l'État donne aux Parlons-en. entreprises 5 milliards. Vous voyez le biais. Mm. C'est-à-dire que c'est l'État qui donne Alors. de l'argent aux personnes qui bénéficient du pacte Dutreil. Alors, en réalité, c'est totalement l'inverse. vous mentionnez le rapport de la Cour des comptes qui estime que ça a un coût pour l'État de 5,5 milliards, qui est en réalité un manque à gagner pour l'État de 5,5 milliards, c'est ça? Ce qui s'est passé au Portugal. Au Portugal, une partie de l'opposition à l'époque, sur le régime de faveur, a dit « Mais regardez tout ce qu'on perd. Ils n'ont rien perdu. On a fait venir des gens qui ne seraient jamais venus, qui ont reconstruit la ville. » Et ça a reconstruit la ville, ça a amené du tourisme. Et aujourd'hui, c'est 30% des investisseurs immobiliers sont les Américains, avec le nouveau régime, qui viennent de la tech. Ils ont leur planche, parce qu'il y a une vague, et il y a également la tech. Donc, c'est le contraire qui s'est passé. C'est la même chose qui s'est produit pour l'Irlande. Il y a eu un accord de ne pas faire de dumping fiscal entre les États, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Il y a du dumping fiscal, enfin du moins, il y a de la compétition fiscale. Mais on a dit pour l'Irlande, qui perdait 1 à 3% de sa population, il faut qu'elle ait un terrain et il faut qu'elle ait un régime de faveur fiscal pour pouvoir continuer à conserver ses troupes. C'est ce qui s'est Derrière passé. ça, il y a une conception Et ensuite, très Pierre dangereuse, Sabatier. c'est sur la notion de propriété. Les sociétés modernes se sont construites sur la liberté et sur la propriété. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de gens en France, d'intellectuels, d'économistes, d'hommes politiques,
qui considère que l'État est propriétaire de toute la richesse nationale. Et que donc, lorsqu'il baisse un impôt, il donne de son argent à des entreprises. Vous avez vu ce rapport du Sénat Bien sûr. sur les subventions aux entreprises, qui donne le sentiment que c'est l'État qui, dans sa grande générosité, donne aux entreprises de l'argent qui ne vient pas des entreprises. Donc, il faut remettre l'église au milieu du village, et notamment les abeilles, les producteurs. En fait, dans un pays, ceux qui sont à l'origine de tous les flux, ce sont les producteurs. Et dans des sociétés où la consommation est devenue prépondérante et où le nombre de personnes qui ne sont plus en état de production, mais qui sont en état de consommation, vous avez un énorme biais qui se fait en faveur des agents consommateurs, comme tu le disais très très bien il y a un instant, et de l'État qui, lui, soutient les consommateurs. Donc en fait, il y a une espèce d'alliance entre l'État redistributeur et le consommateur non producteur. Et évidemment, le pauvre producteur, lui, devient minoritaire dans le système et il ne sait plus comment se défendre. Neboja Srekovic et ensuite Pierre Sabatier. Sur la partie subvention, c'est juste une petite métaphore. C'est ce qu'on explique à certains de nos clients. L'État est arrivé, elle nous a pris tous les meubles dans notre salle à manger et nous a rendu une chaise en nous disant « Vous avez vu, on vous aide ». C'est le sentiment que vous avez à l'heure actuelle. Exactement. Mais alors, moi j'ai une question, et peut-être que ça va orienter votre réponse, Pierre Sabatier, c'est que là, quand je vous entends, j'ai l'impression qu'effectivement, l'État est d'accord pour aller taxer plus. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de budget ? Parce que dans ce cas, il y a donc des députés qui ne sont pas d'accord à l'heure actuelle. Premier élément, on a le sourire. Mais sachez en fait que, attention, on a des domaines dans lesquels en fait l'État était très loin sur la base de ces philosophies où, en gros, prendre moins était considéré par l'État en fait comme donné. Je prends l'exemple des logements. La politique du logement en France, il se trouve que mon cabinet a 6-7 plus grosses études dans le domaine depuis 7 à 8 ans. On a... si j'avais le temps, j'écrirais un bouquin qui s'appelait « Logement, les raisons d'un chaos orchestré ». Et l'État était au bout de sa logique. Et en réalité, toutes les études, Inspection générale des finances et tout ce que vous voulez, illustraient le fait que, jusqu'à maintenant, les dispositifs fiscaux qui étaient en soutien de l'immobilier locatif neuf, là, on avait besoin en fait de produire en fait des logements neufs parce qu'en fait, on organisait l'activité aux mêmes endroits et on manquait de logements par rapport en fait à la demande. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait ? L'État a dit, grosso modo, ces avantages fiscaux, ces incitations fiscales, en fait, sont des coûts. Donc, je vais les enlever. Naturellement, à même nombre de logements construits avec une taxe supérieure, l'État pourrait toucher plus. Mais ce que je leur ai expliqué, c'est que sans incitation fiscale, en fait, vous n'avez plus le même de logement. Non, c'est ce raisonnement qui est un raisonnement extrêmement simpliste, fait que, non, si on augmente la taxe par rapport en fait à l'incitation fiscale qui est aujourd'hui accordée, eh bien naturellement on va toucher plus. Vous savez comment ça s'est terminé ? 80% de baisse. C'est-à-dire sans incitation fiscale, il n'y a plus de marché. Parce qu'il n'y a plus de raison naturelle pour un agent privé qui est un agent cohérent et rationnel d'investir. Donc la réalité, c'est que vous perdez tout. La base fiscale a été... Alors au-delà de la bombe sociale que ça constitue, puisque là on parle de logement, bien de première nécessité, dans des endroits où pour le coup on en manque vraiment. Donc bombe sociale, mais au-delà de ça, même d'un point de vue strictement économique, en effondrant la base fiscale, vous touchez pas justement la fiscalité que vous envisagez en fait de toucher, mais au-delà de ça, quand vous construisez un logement, eh bien vous touchez pas non plus la TVA, vous touchez pas non plus en fait les subsides des salaires qui sont touchés par les gens qui vont produire ces logements, et bien sûr, vous effondrez en fait. Mais par l'agent immobilier. Bien sûr, mais juste pour vous dire attention, là on a le sourire, mais dans ce domaine-là, ils ont été jusqu'au bout. Destruction totale de la chaîne de valeur. Vous savez, demain, on va reconstruire. Ça fait déjà un paquet de temps que j'explique qu'on reconstruira une politique de logement incitatrice parce qu'on en a besoin. Mais vous savez, ce qui se passe en économie, c'est lorsque on détruit un outil de production, lorsqu'on veut que ça reparte, eh bien, ça met 2, 3, 4 ans de plus que ça n'aurait dû, tout simplement parce que les entreprises ont fait faillite. Et lorsqu'elles ne sont pas là, il faut reconstruire le savoir-faire. Et donc, d'une certaine manière, c'est ce qu'on appelle, vous savez, en économie, la croissance potentielle. On a un potentiel de croissance, sommes-nous en mesure, en fait, de l'exprimer ? Eh bien, à cause de ces politiques qui sont délétères, basées sur une philosophie qui est complètement erronée, déconnectée de la réalité, eh bien, la réalité, c'est qu'on perd à la fois du temps, de l'argent, et donc, le serpent qui se mord la queue. Et donc, forcément, une capacité à afficher un budget qui va être plus à l'équilibre que ce qui n'est aujourd'hui. Donc en réalité, les solutions d'aujourd'hui sont des mauvaises solutions, et je peux vous le dire, ça ne fonctionnera pas parce que ça érode la base fiscale.
Oui, nous voyons le pays aller droit dans le mur, hein, donc Disons-le. on ne sait pas quand il va percuter le mur. Alors aujourd'hui, vous avez deux attitudes. Vous avez Mais ceux ça, qui disent c'est juste un sujet, parce que là, on parle du projet de loi de finances 2026. C'est mis en exergue particulièrement cette année par rapport aux années précédentes. oui, parce que quand c'est comme dans une entreprise, hein, une entreprise qui va vers le dépôt de bilan et qui ne prend aucune mesure pour empêcher cette issue, bah, vous avez à ce moment-là un nombre d'agents très très important qui commencent à se méfier. Ah, vous avez le banquier qui se méfie, vous avez le client qui se méfie, vous avez le fournisseur qui se méfie, et donc en fait ça ne fait qu'accélérer la course vers le mur. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que la voiture va vers le mur, on le sait, mais elle a coupé les essuie-glaces, c'est-à-dire qu'on ne voit plus rien. On est dans un système d'instabilité. Ah C'est bah, le problème aujourd'hui ça, pour du le coup, on n'a budget, plus une visibilité c'est qu'il n'y a fiscale. plus Oui. de lisibilité. Et donc les acteurs, ils ne savent plus quelle décision prendre. Sur les pactes du trade, on a Alors, aujourd'hui un parlons des pactes afflux, du trade, justement. on a un afflux chez les notaires. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens se disent, mais peut-être que demain, ce dispositif va être supprimé. Mais alors, C'est justement, dommage, la bien sûr. question, ma question est très claire Et sur la le Cour des sujet. comptes en tire argument pour dire, bah, vous voyez, ça coûte beaucoup plus cher qu'avant. Évidemment, ils ont créé la panique, tout le monde va au guichet, et Alors, comme ça mais coûte beaucoup il plus y a quand cher même un sujet à de l'État, fond. on dit on va le supprimer. Alors, avant que vous réagissiez, Jérôme Barré, est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui réel de voir un pacte du trade allégé pour les prochaines années? Et alors, on peut pas faire on n'a pas de boule de cristal. Est-ce que ce risque est à prendre au sérieux, ou est-ce que de toute façon il sera remis en cause dans un an sur un projet de loi de finances il y a 2027? une bascule. Pendant 20 ans, je n'ai jamais parlé sur un studio du pacte et du trade et je m'occupais d'autre chose. Depuis 2 ans, je ne fais que ça. Pourquoi? Parce que pendant 20 ans, il y avait un consensus. Alors, il y avait un consensus, comme il y en a en Italie, en Allemagne, en Suède, en Suisse, pour préserver le capitalisme familial. Et quand Hollande a été élu président de la République, il n'a pas remis en cause ce dispositif. Et puis depuis 2 ans, depuis que Piketty, avec beaucoup d'astuces, a introduit dans une partie de la classe politique française l'idée qu'il faut redistribuer non pas les flux, mais les stocks. Ce qui est une folie. On s'intéresse maintenant, évidemment, au stock, au patrimoine productif. Et à ce moment-là, on se dit, tiens, ce dispositif, il est anti-redistribution et donc il faut le supprimer. Donc il y a eu un changement intellectuel sur ce que Jérôme disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est passé d'une redistribution acharnée sur les flux, on est déjà à un maximum, et maintenant on veut faire la même chose sur les stocks. On veut une société dans laquelle, en fait, tout le monde gagne la même chose, tout le monde possède la même chose, et le résultat, c'est que tout le monde ne fera pas grand-chose. Et ce que vous dites, c'est si on voit un manque à gagner fiscal plus important ces années, c'est parce qu'il y a eu plus d'opérations ces Bien dernières sûr. années, parce qu'il y a Alors, il y a eu deux grosses opérations. Il y a eu une opération d'à peu près 1 milliard. Donc, quand vous avez effectivement une entreprise qui se transmet avec 1 milliard de valeur, avec un impôt marginal qui est à 45%, ben, ça représente un manque à gagner assez important. Il y a eu une autre opération aussi de grande ampleur, mais il y a eu un phénomène d'inquiétude, d'angoisse, de peur, qui a fait que les gens ont pris conscience qu'il y avait ce dispositif, qu'il fallait l'utiliser avant qu'il ne disparaisse, et donc les notaires ont vu un afflux de demandes sur les pactes du trade, parfois d'ailleurs dans des conditions qui ne sont pas bonnes pour les entreprises, c'est-à-dire une anticipation de décisions qui aurait pu attendre. Dans la précipitation Bien sûr. du fait de la peur de... Et quand l'acteur économique agit uniquement pour une raison fiscale, d'abord, il risque de se faire redresser et se faire retoquer au titre de l'abus de droit. Et puis, c'est souvent peu rationnel sur le plan de l'intérêt de l'entreprise. Jérôme Barré, sur ce sujet pacte du trade. L'intérêt du pacte du trade, c'est de se dire, voilà, j'ai un véhicule, j'ai une voiture. Et c'est pas la même chose que de donner ou de mourir et d'avoir une entreprise ou des actions qui passent de monsieur A à ses enfants, que de dire maintenant comment je vais transmettre. Et la transmission, c'est le choix des personnes qui sont possiblement repreneurs, si le mot existait possiblement. Et donc, le sujet, c'est d'arriver à avoir un véhicule qui fonctionne et de se dire comment je peux maintenir l'intégrité de ce véhicule et pouvoir le transmettre d'une génération à une autre. On a un discours pervers, selon moi, de la Cour des comptes, qui dit qu'on doit faire de différence entre les entreprises d'un certain style vis-à-vis des entreprises familiales. Les entreprises familiales, c'est en principe la pérennité. Quand on est sur 6 générations, c'est moins de volatilité, c'est de la pérennité, et c'est un travail de fond pour savoir comment je maintiens mon outil. C'est donc du maintien de la valeur. Alors évidemment, si on regarde tout par le petit objectif en disant « mais regardez, il y a ça dedans, il y a ça », oui, il y aura toujours des délinquants, il y aura toujours des gens qui seront à la limite. Mais globalement, le principe, il est bon. Le principe, il est bon, et on le sait très bien comment les sanctionner. Le principe est bon. Le principe, c'est d'avoir un véhicule qui puisse être transmis et fonctionner. Si j'ai une entreprise, que je n'ai que ça, et qu'on me prend 45% à mon décès, je vais devoir vendre l'entreprise. Si je la vends dans un délai de 6 mois, je la vends à la casse.
si je suis dans un domaine pointu... Donc il y a un sujet de pérennité d'activité. Mais bien sûr, si j'ai un domaine pointu, on va venir me piquer mes contremaîtres. On va me dire que c'est fini, que monsieur est mort parce qu'il s'est fait renverser par un de ses camions, c'est mort. Et on a son épouse, ou peu importe le conjoint survivant, qui va être dans une situation de dire, il faut que je vende. Parce que sinon, j'ai pas les moyens de payer. Ce qui tue déjà le système, mais peut-être que nous n'aurions pas votre pacte, cher ministre, si nous avions des taux de donation ou de succession qui soient convenables. Oui, C'est une manière de 45%, mais en Europe, on est la risée de tout le monde. Ce qui n'est pas encore un sujet du PLF 2026, je le rappelle, mais il y a un cas qui avait même s'il y a des... Ils voulaient l'augmenter à 65%, Oui, les taux de succession. Il y a un cas qui a frappé tout le monde en 1990. et ensuite Nebojša Rekovic. Où un propriétaire d'une belle entreprise s'appelle UPSA, tout le monde connaît UPSA, Bien parce sûr. que tout le monde prend d'aspirine, et d'autres produits, est décédé. Et en 1990, M. Bru étant décédé, sa femme a été obligée de céder une minorité d'actions à un laboratoire américain, Bristol Myers. BSM, Bristol. BSM. Et puis en 93, donc elle avait déjà perdu une grosse partie des parts de son entreprise. En 93, à nouveau pour des raisons fiscales, elle a vendu cette fois la majorité. Et donc ce magnifique laboratoire français, qui était une fierté dans l'industrie pharmaceutique française, est passé sous pavillon américain. Récemment, je crois que c'était en 2019, il est passé sous pavillon japonais. Et donc on voit un asset, un atout formidable de notre pays, perdre en fait sa nationalité pour des raisons purement fiscales. C'est de la destruction de valeur. Et à l'époque, ça avait frappé les esprits et tout le monde s'était dit, il faut absolument trouver une solution. Alors petit à petit, on l'a mis en place et on est arrivé au pacte du Dutreil. Mais le problème maintenant se repose à nouveau du fait de la cécité de la classe politique. On voit d'ailleurs le gouvernement agir quand on veut garder des entreprises en France. Ce que vous dites, c'est que c'est un peu le risque aujourd'hui, si on détricote trop le pacte du Dutreil, Nebojša Rekovic et ensuite Pierre Sabatier. C'est énormément le risque. C'est déjà commencé. Nebojša Rekovic, parce que vous les accompagnez, vous les dirigeants d'entreprise. Et les entreprises familiales, elles ont des conseils qui sont potentiellement vous. Quels sont les échanges que vous avez avec eux? C'est justement, c'est toute l'expertise de passer par des cabinets comme les nôtres avec une ingénierie patrimoniale forte, puisque devant toutes ces incertitudes, c'est très, très complexe. Et je rappelle, on est quand même là pour essayer aussi d'ancrer le patrimoine des Français en France et de maintenir cet ancrage industriel français. Bien sûr. On entend partout qu'il faut soutenir l'économie française, qu'il faut investir, le plan de relance, la retraite, etc., etc. Donc on est sur tous les fronts. Mais c'est vrai que cette partie de l'ancrage et la préservation du patrimoine et du savoir-faire français, il faut absolument le maintenir. Et le pacte Dutreil, c'est un sujet qui revient très régulièrement dans les discussions aujourd'hui. C'est un sujet d'inquiétude. C'est pas forcément à l'ordre du jour dans les discussions que vous avez. C'est possible aussi. Alors, on l'a toujours en sous-jacent, mais c'est un domaine d'expertise très pointu. C'est pour ça que chez nous, on a des personnes très spécialisées pour cette activité-là. Et la question est toujours la perte de contrôle de l'entreprise ou le changement de main et de savoir si partir à l'étranger. Quand noyer son chien, on l'accuse de la rage. Donc aujourd'hui, les attaques contre le pacte Dutreil, il y a un yacht dans le pacte Dutreil, il y a le chalet à Megève, il y a le jet privé, etc. Rappelons-nous que d'abord, il y a des professionnels qui mettent en place ces pactes, et notamment les notaires. Les notaires ont un devoir de conseil, et les avocats, et donc lorsqu'ils conseillent mal leurs clients, ils engagent leur propre responsabilité. Et ils peuvent très bien, d'ailleurs, subir des pénalités extrêmement lourdes sur le plan financier et sur le plan professionnel. Donc il y a déjà un filtre considérable, ce sont les avocats, les notaires qui préparent ces pactes, et puis derrière, il y a le contrôle fiscal et le juge. Si jamais donc on n'a pas besoin ne doit pas faire partie. On n'a pas besoin de légiférer sous prétexte qu'il y a des abus. En réalité, il y a tout ce qu'il y a. J'attendais tout de même si autour de cette table on prononcerait le mot qui pourtant tout le monde a à la bouche ce mot depuis un certain nombre de mois et de trimestres. Mais bon sang de bonsoir, il y a une forme de paradoxe dans ce pays qui est assez formidable. On parle de souveraineté en permanence, mais la réalité, en fait, puisqu'on le disait, en fait, le concept de base, c'est que c'est une volonté de permettre à une famille de préserver le capital de sa structure. Tu évoques tout à l'heure, en fait, le fait qu'une société française a été rachetée et est passée sous pavillon américain puis japonais. Mais c'est une perte de souveraineté. Dans un monde dans lequel dans un monde de plus en plus tendu, la question même de la souveraineté, on était ensemble hier, d'ailleurs, dans un autre événement où on parlait, en fait, justement de souveraineté. La notion, en fait, de défense. En fait, c'est des sujets qui sont, aujourd'hui, qui sont au centre, en fait, de l'actualité des Français, réclamés par les Français. Et qu'est-ce qu'on fait? En réalité, on détruit. Pour revenir simplement à la normale, c'était intéressant en fait de le noter. C'est-à-dire que le pacte Dutreil ne sert qu'à revenir
à une norme comme les autres. Il n'y a pas de cadeau. C'est-à-dire qu'en fait, c'est notre Comme les autres, en déviance. comparaison d'autres En fait, pays. c'est uniquement pour compenser notre propre déviance. La réalité, c'est qu'en supprimant cela, eh bien, d'une certaine manière, on supprime une arme qui permet de préserver la souveraineté. Je rappelle, la souveraineté, c'est pas un mot. En fait, ça se vit. Hein. Et le problème, c'est que là aussi, en fait, on prononce beaucoup de mots sans considérer que derrière, en fait, il faut en fait les faire vivre à travers des actes. Et en l'occurrence, si on supprime cela, vous Jérôme verrez, Barré, ensuite Renaud Dutreil. par la force des choses, en fait, les entreprises familiales devront céder et ne pourront pas faire autrement. Si on compare, sans parler de pacte Dutreil, en Europe, les donations, les successions en ligne directe, 0 au Portugal, 0 dans certaines provinces en Espagne, 4%, voire 0 pour l'entreprise dont on conserverait. Là, vous parlez de succession transmission d'entreprise ou De tout. tout confondu? De D'accord. tout. Oui. En Italie, on est même à 0 si on conserve les titres pendant 5 ans. En Allemagne, on est à 30%. Alors, on me dirait, c'est pas très différent aussi, mais à 30% de là de 26 millions. En Luxembourg, c'est 0. En Suisse, c'est 0. Franchement. Et alors, vous allez me dire, oui, mais alors, c'est plus cher en Angleterre ou aux États-Unis. On a des taux élevés. Mais pas du tout, parce qu'on a des mécanismes qui, justement, permettent de conserver ce type d'outils. Alors, on est vraiment mauvais. Quand vous avez un deal, quand vous avez une opération d'acquisition et que vous faites intervenir la BPI vous dit, moi, je vous finance si vous gardez votre siège social en France. Donc, on est bien conscient de ça. L'administration fiscale, qui est bonne mère, elle voit bien. Parfois, elle te dit, voilà, vous connaissez tel groupe, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il reste en France? C'est des questions qui sont posées même à des conseils et des avocats, donc, ou des notaires. Donc, le sujet, il est bien, on le voit bien. Et dernier point, pourquoi effectivement on a une population, et ça c'est un mot sévère que je vais adresser, pourquoi on a une population de parlementaires qui ne connaît rien? Parce qu'on est mis dans un système où si vous voulez être un chef d'entreprise et que vous intervenez, que vous êtes parlementaire, vous allez devoir discloser, donner tout votre patrimoine au public. Et on sait qu'à partir de là, on va tirer les ficelles pour vous dire, regardez, il a ci, regardez, il a ça. Le résultat de tout ça, c'est qu'on a un appauvrissement du personnel politique et aujourd'hui, on a voulu que l'Assemblée représente le peuple, elle ne représente plus le peuple puisqu'elle ne représente plus les chefs d'entreprise. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Elle représente en fait le camp de la dépense publique. Hein, donc il ne faut pas s'étonner si, évidemment, chaque fois, elle essaye d'augmenter la dépense publique puisqu'elle en vit. Alors, je crois qu'aujourd'hui, il faut que les Français choisissent le mode de capitalisme qu'ils préfèrent. Il y a 3 formes de capitalisme. Il y a le capitalisme d'État. La Chine, c'est la Russie. Marche pas très bien. Il y a le capitalisme financier, avec une abondance de liquidités extraordinaire, comme aux États-Unis. Vous avez des professionnels, des asset managers, des private equiteurs, qui sont des actionnaires professionnels. Puis vous avez le capitalisme familial. Les pays qui marchent bien en Europe sont ceux qui soutiennent le capitalisme familial. Pourquoi? Parce que ce capitalisme, il est ancré dans le territoire. C'est comme des arbres qui ont des racines. Les racines, c'est les familles. Vous enlevez les familles, il n'y a plus de racines. Vous avez des entreprises à roulettes qui peuvent bouger à peu près partout sur l'échiquier de l'économie mondiale. Les familles les implantent dans le pays. Et puis, elles ont une longueur de temps, une visibilité sur le long terme qui les conduit souvent à distribuer moins de dividendes, à investir davantage, à préserver aussi les objectifs extra-financiers, avec des stratégies extra-financières. Donc, ce capitalisme familial, il faut plutôt le maintenir en France, l'encourager. Il est très fragile aujourd'hui. Je vous rappelle que 20% seulement des transmissions en France se font de façon intrafamiliale, contre 87% en Suède, près de 70% en Italie, plus de 60% en Allemagne. Donc le capitalisme familial français, il est déjà très fragile. Et ces braves gens continuent à l'Assemblée nationale à le fragiliser. Alors j'ai dit à un député communiste l'autre jour, vous travaillez de façon gratuite pour Wall Street. Il était très surpris. Mais quand on fait la démonstration des conséquences de leurs décisions, c'est ce qui se passe. On est en train de donner les clés d'un certain nombre de nos entreprises, et souvent celles qui valent le plus cher, les plus belles, eh bien, à des investisseurs professionnels qui sont tout à fait respectables, mais qui ne sont pas nécessairement fascinés par la France. On arrive à la fin ou presque de cette émission. Nebojša Srećković, si je reviens sur ce projet de loi de finances 2026 et les incertitudes qu'il y a à ce sujet, voire même l'instabilité fiscale qu'il laisse entendre pour les années à venir, ou en tout cas l'année à venir, est-ce que c'est un risque? Est-ce que c'est une opportunité pour le secteur de la gestion de patrimoine, pour les CGP l'année prochaine? Est-ce que du coup, ça leur permettra de justifier encore plus leur métier dans un système fiscal instable, ou à l'inverse, est-ce que ça devient plus compliqué de faire son métier?
Malheureusement pour les Français, oui, puisque du coup, avec ces incertitudes politiques et fiscales, on a un rôle essentiel pour accompagner nos clients. Donc, ça sert vraiment un point de fait. Mais de l'autre côté, ces incertitudes sont complexes quand on regarde, on prend l'exemple de la contribution différentielle sur les Oui, revenus la CDHR, oui. actuellement. C'est Les professionnels s'arrachent un peu les cheveux sur le calcul à l'heure actuelle. Oui. tout à fait. Donc, Les cases à remplir. Sur les cases à remplir. tout à fait. Donc, sur les mécanismes de lissage et autres. Donc, c'est vraiment très, très, très complexe. Aujourd'hui, si on n'est pas accompagné, bien accompagné, on le parlait tout à l'heure pour la partie bac du trail, si on n'a pas un bon avocat, si on n'a pas un bon expert comptable qui est expertisé et on n'a pas un bon conseil qui les accompagne, bien entendu, on fait des erreurs stratégiques qui peuvent aussi coûter plus cher. Donc, c'est là où le point fort de l'accompagnement par un cabinet en gestion de patrimoine avec un vrai service en ingénierie patrimoniale fait toute la différence. Mais, Pierre mais Sabatier. par ailleurs, c'est vrai qu'évidemment, à monde complexe, on a besoin de gens qui savent en fait traiter la complexité. Donc, évidemment, des professionnels, des architectes du patrimoine sont nécessaires. Mais la réalité, on va se dire la vérité, c'est à qui perd. Parce que la réalité du gestionnaire de patrimoine, le patrimoine, c'est quoi? C'est de l'épargne. L'épargne, c'est la partie non consommée d'un revenu créé. Et la réalité, c'est qu'on a échangé ensemble pour être d'accord sur le fait que ces conditions-là créent d'une certaine manière une incapacité à augmenter la base fiscale. Faut pas rêver. À la fin, moins de base fiscale, c'est moins de recettes fiscales pour l'État, mais c'est aussi de l'autre côté aussi moins de richesses créées et donc d'épargne générée qui nécessite d'être investie. Donc, en réalité, ne nous réjouissons pas. C'est évidemment le métier d'architecte du patrimoine est absolument nécessaire, plus le degré de complexité est élevé, mais la manne à servir, évoqué tout à l'heure en fait, aujourd'hui on a beaucoup d'épargne générée par les Français, tant mieux. Alors, parce qu'on crée de la richesse, parce qu'il y a une forme de défiance où les gens ne veulent pas consommer parce qu'ils ont peur de l'avenir aussi, donc c'est des symptômes qu'il faut traiter avec, Bien sûr, il n'y a pas que des sujets fiscaux en France, bien sûr. Absolument, mais derrière cela, comprenons qu'en réalité la fiscalité, c'est à la fin. C'est pas au début. Et la question, c'est celle de la richesse créée. Et notre sujet majeur, c'est sommes-nous en capacité, demain, d'exprimer tout notre potentiel en termes de richesse créée, ça s'appelle le taux de croissance potentiel. Et force est de constater aujourd'hui que la France n'est pas au top de ce point de vue-là. C'est pour ça que notre métier s'appelle conseil en gestion de patrimoine ou conseil en investissement financier. Il y a le mot conseil, il y a dans le mot conseil, on accompagne nos clients. Et c'est vraiment ça le point à retenir. Donc, c'est pas si. Enfin, j'ai envie de dire, on pourra faire son métier en 2026 en tant que gestionnaire de patrimoine. C'est pas la question de pouvoir faire son métier en 2026, puisque on est un maillon essentiel. Mais la question, c'est comment on accompagne ses clients, parce qu'on leur fait. Parce que c'est de plus en plus complexe. On leur fait peur tout le temps. Donc de l'autre côté, ils ont peur. L'incertitude est l'ennemi de la croissance. Jérôme Barré, on conclura avec vous. Est-ce que la tendance, c'est de rester sur une fiscalité des flux ou est-ce qu'on va élargir la fiscalité des stocks et du bilan? Ça, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'on est dans une mauvaise passe politique ou est-ce que c'est quelque chose qui va imprimer durablement les esprits? Et là, ce sera beaucoup plus grave. Merci à tous les quatre. Merci Nebojas Rekovic, directeur des opérations de Retorest Group et président de l'ANAC Officif. Merci Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards, mais aussi administrateur et président de la commission juridique et fiscale de l'AFO. Merci Renaud Dutreil, président de Chateaubriand Investissement, mais aussi ancien ministre des PME, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, et puis évidemment l'architecte du pacte Dutreil. Merci Pierre Sabatier, économiste et président de l'OREP. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis, d'avoir suivi ce deuxième numéro de Patrimoine Cash. Et on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.